Bonjour à tous, c'est Professeur Mousson. Ce cours est destiné aux étudiants en 5e année de médecine. On va parler aujourd'hui du syndrome néphritique aigu. Le syndrome néphritique aigu est un syndrome clinique, contrairement au syndrome néphrotique qui est un syndrome biologique. Donc, il se caractérise par l'apparition très brutale, en quelques heures à quelques jours, d'œdème, d'HTA, d'hématurie macroscopique et d'insuffisance rénale avec oligurie. L'hématurie macroscopique va donner un aspect d'urine comme ça, dite d'aspect bouillon sale. C'est-à-dire qu'il y a de l'hématurie, mais il y a aussi des débris cellulaires. Donc, tout ça va s'intégrer dans un tableau qu'on appelle, nous, néphrologues, syndrome néphritique aigu. Donc, il est caractérisé au niveau histologique par une inflammation très importante du glomérule avec une prolifération endocapillaire, c'est-à-dire une prolifération mésangiale avec afflux de cellules inflammatoires. Vous voyez ici un glomérule avec beaucoup de points noirs comme ça dans le flocculus. Tout ça, c'est des cellules inflammatoires. Donc, c'est une glomérulonéphrite extrêmement inflammatoire. Elle est caractérisée aussi par des microfractures au niveau de la membrane de filtration. Donc, un syndrome néphritique est une prolifération et une inflammation très importante endocapillaire, donc prolifération mésangiale et afflux de cellules inflammatoires dans le mésangium, mais aussi des microfractures au niveau de la membrane de filtration. Pour pouvoir avancer dans le syndrome néphritique, pour pouvoir trouver une étiologie au syndrome néphritique, il faut faire un examen très important. C'est le dosage et l'évaluation du complément. On a deux types de syndrome néphritique. Syndrome néphritique à complément bas et syndrome néphritique à complément normal. Donc, pour la partie du syndrome néphritique à complément bas, on a deux étiologies possibles. Soit c'est la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, c'est une étiologie que vous avez vue certainement en pédiatrie. Et la deuxième, c'est la GNMP, la glomérulonéphrite membranoproliférative. On va commencer par l'exemple type du syndrome néphritique, c'est la GNA post-infectieuse. Donc, ça se voit généralement chez l'enfant et l'adolescent. C'est une apparition brutale d'un syndrome néphritique qui a une distance de 1 à 4 semaines par rapport à un épisode infectieux. Donc, dans l'historique, dans l'interrogatoire, on va retrouver un syndrome infectieux, un épisode infectieux, et avec un intervalle libre de 1 à 4 semaines, puis l'apparition du syndrome néphritique aigu. Généralement, cette infection est due à un streptocoque bêta-hémolytique, le plus souvent du groupe A, et les plus néphritogènes sont le groupe A12 et A49. On peut trouver d'autres bactéries qui sont responsables d'un syndrome néphritique aigu, notamment le pneumocoque, le staphylocoque, mais aussi des virus tels que la rougeole, la rubéole. Et la voie d'entrée, elle n'est pas simplement angineuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'angine à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, mais aussi ça peut être toute la sphère ORL, une entrée dentaire est possible et une entrée cutanée a été décrite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la physiopathologie de ce syndrome néphritique aigu post-streptococcique? Donc, il y a trois théories possibles. Soit c'est une formation de complexe immun, c'est-à-dire que l'antigène bactérien avec les anticorps du développement par rapport à cette reconnaissance d'un corps étranger va former des complexes immuns qui vont se déposer secondairement sur la membrane basale et activer le complément par voie classique. Soit c'est un antigène qui est spécifiquement retrouvé au niveau de la membrane basale, ça veut dire que le streptocoque ou bien le virus ou la bactérie en question qui est la cause du syndrome néphritique a une similitude antigénique avec des antigènes présents naturellement sur la membrane basale. Donc,
c'est une réaction croisée. Les anticorps qui sont censés tuer les bactéries ou bien le virus responsable du syndrome néphritique va reconnaître par croisement antigénique un antigène naturellement exprimé à la surface de la membrane de filtration. La troisième possibilité, c'est que ce microbe-là, quand il est reconnu par les anticorps, il va être clivé, il va être détruit, et des petites particules, des petits antigènes de ce virus ou de cette bactérie vont secondairement se fixer sur la membrane basale et par la suite reconnus par des anticorps. Donc, c'est soit des antigènes anticorps qui se forment, un complexe humain qui se forme au niveau du sang et qui va se déposer, ou bien les anticorps qui sont induits par cette infection vont reconnaître un antigène naturel à la surface de la membrane de filtration par croisement antigénique. Ça veut dire que cet antigène naturel ressemble à un antigène exprimé sur ce virus ou cette bactérie. Soit cette bactérie est détruite par l'immunité, des particules, ces antigènes vont se fixer sur la membrane de filtration comme si un grain de couscous se fixait sur le tamis, tout simplement, parce qu'il va être normalement filtré, et reconnu secondairement par les anticorps qui ont déjà reconnu ce micro-organisme pathogène. Et par la suite, toutes ces trois théories aboutissent à la formation de complexes humains et l'activation du complément par voie classique. Cette activation du complément va entraîner des micro-ruptures au niveau de la membrane basale, d'où la symptomatologie clinique, l'hématurie, la protéinurie, l'insuffisance rénale, etc. Mais aussi, l'activation du complément par voie classique va entraîner la production de C5A, C3A, qui sont des produits de la dégradation de l'activation du complément. Et ces particules-là sont chimiotactiques, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les cellules inflammatoires et ça va entraîner un œdème, une infiltration du glomérule par des cellules inflammatoires, mais aussi une prolifération des cellules mésangiales. Donc ça va proliférer et ça va être comme ça congestionné, vraiment rempli de cellules inflammatoires. C'est exactement ce qui se passe au niveau des amygdales, une inflammation et un gonflement, ce qui va entraîner la symptomatologie clinique. Vous remarquerez ici que lorsqu'on a une glomérulonéphrite post-streptococcique, les complexes anticorps antigènes vont former des dépôts extramembraneux à l'extérieur de la membrane qui sont très très importants. C'est vraiment des tas comme ça d'antigènes et d'anticorps et c'est ce qu'on appelle en biopsie des humps. Hump, c'est le casque là des policiers d'autrefois, des casquettes comme ça très longues. Et ça donne cet aspect-là en microscopie optique. Donc, pour avoir un diagnostic étiologique de certitude, on va faire des prélèvements au niveau de la gorge ou au niveau des plaies cutanées ou bien au niveau dentaire. On va rechercher ce germe responsable d'infection. Il faut aussi faire le fameux test ASLO à 15 jours d'intervalle. Donc, c'est des anticorps spécifiques au streptocoque bêta-hémolytique. Et s'il y a une augmentation à 15 jours, on est vraiment sûr que c'est une GNA post-streptococcique. Et bien sûr, ça va de soi. Le complément est bas, surtout la fraction CH50, puisque c'est la partie qui exprime l'activation du complément par voie classique. L'évolution naturelle est généralement favorable. Donc, sur une période de 6 mois, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, tout ce qui est clinique, c'est très rapide. L'anurie disparaît en 2 jours. L'oligurie, l'hématurie macroscopique, l'insuffisance rénale, en moyenne en 3 semaines. Le complément va se normaliser en 8 semaines. Et la protéinurie va disparaître complètement à 6 mois. Donc, c'est une évolution favorable, c'est une histoire naturelle. On va biopsier ces malades-là, simplement, c'est l'évolution est anormale. Ça veut dire qu'on a le complément qui reste bas au-delà de 6 mois, au-delà de la 8e semaine en tout cas. Ou une protéinurie qui va durer plus de 6 mois. Ou bien une clinique qui n'est pas résolutive. C'est-à-dire au bout de 3 semaines, il y a toujours la symptomatologie, une anurie, une hématurie macroscopique, etc.
Donc, ça va nous amener à faire une biopsie. Autre chose qui va nous amener à faire la biopsie avant même de voir l'évolution, c'est les antécédents personnels ou familiaux de néphropathie. Là, ça nous met la puce à l'oreille. Ce n'est pas une glomérulonéphrite post-streptocoxique ou la post-infectieuse simple. La deuxième pathologie possible d'un syndrome néphritique à complément bas, c'est la GNMP. Ici, on va parler d'un adulte ou bien très rarement d'un enfant. Donc la GNA post-streptocoxique ou post-infectieuse, c'est plutôt l'apanage des enfants. La GNMP, c'est plutôt l'adulte ou bien l'adolescent et très rarement l'enfant. Vraiment très rarement. Donc, la GNMP, c'est une maladie à complexe humain. Ça veut dire qu'il y a une seule théorie. C'est qu'il y a des complexes humains qui se forment dans le sang, anticorps, antigènes, qui vont se déposer au niveau de la membrane basale et activer le complément par voie classique et entraîner toutes les modifications histologiques, c'est-à-dire prolifération mésangiale, appel de cellules inflammatoires et micro-rupture de la membrane de filtration. Et ça va nous donner cette fameuse prolifération mésangiale. Les dépôts ici sont très rarement extramembraneux comme dans la glomérulonéphrite post-infectieuse. Ils sont plutôt sous-endothéliaux, surtout dans la type 1. Donc, c'est des dépôts mésangiaux, sous-endothéliaux, qui vont entraîner une prolifération mésangiale. En tout cas, dans la GNMP, c'est soit sous-endothéliaux, soit mésangiaux, très très rarement extramembraneuses. Les étiologies de la GNMP sont multiples et variées. Elle peut être idiopathique. Bon, quand on dit idiopathique, dernièrement, ça a été élucidé. C'est plutôt un défaut dans les protéines qui régule le blocage de l'activation du complément. Elle peut être infectieuse, notamment lors de l'hépatite B, l'hépatite C. Elle peut être aussi dysimmunitaire dans les maladies générales, telles que le lupus, et elle peut être associée à des néoplasies. La deuxième entité du syndrome néphritique, c'est le syndrome néphritique à complément normal, c'est-à-dire il n'y a pas de consommation du complément. Donc ça va à l'encontre de toute la physiopathologie du syndrome néphritique qui part à la base d'une activation du complément avec libération de produits chimiotactiques qui appellent les cellules inflammatoires avec une prolifération mésangiale et une micro-rupture. Je vais vous expliquer, il y a deux entités dans ce cadre-là. Il y a les maladies adépo-DGA et l'inflammation par vascularite. Donc la première entité, c'est les maladies adépo-DGA. C'est deux maladies différentes, enfin pas si différentes que ça. On a la maladie de Berger qui est la maladie adépo-DGA au niveau rénal. Et le purpura rhumatoïde qui est une maladie adépo-DGA systémique. Ça veut dire que le Berger et le purpura rhumatoïde, c'est la même maladie, simplement que la maladie de Berger est un dépôt uniquement au niveau rénal et le purpura rhumatoïde, c'est un dépôt au niveau de plusieurs organes. Donc, comme leur nom l'indique, les immunoglobulines en question, c'est des immunoglobulines A. Et vous savez que les immunoglobulines, en se déposant au niveau du rein, elles ne vont pas activer le complément par voie classique, mais par voie alterne. Donc, on aura toujours une activation du complément, rupture et appel de cellules inflammatoires, mais il n'y aura pas la voie classique. Ça veut dire que le CH50 ne sera pas diminué. Donc la cascade de l'activation du complément se fera par voie alterne et non par voie classique, ce qui donne l'illusion que le complément est normal puisqu'on dose le CH50 qui est une particularité qui est l'entité spécifique et angulaire par rapport à l'activation classique du complément. La deuxième entité des syndromes néphritiques à complément normal sont les vascularites à petit ou à moyen vaisseau. Donc vous savez, le rein est un organe extrêmement vascularisé, il est fait que de vaisseaux. Et l'inflammation, c'est-à-dire vascularite, ça veut dire inflammation des vaisseaux, ça va entraîner des microfractures et une inflammation puisque d'où le nom de vascularite, et ça va entraîner les conséquences histologiques et cliniques sans passer par la cascade, par le phénomène physiopathologique, par activation du complément, qu'il soit classique ou alterne.
Maintenant, vous connaissez le syndrome néphritique, donc j'insiste, c'est un syndrome clinique. Il peut être à complément normal ou complément bas, bas dans les glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse ou bien la GNMP. Syndrome néphritique à complément normal lorsque c'est secondaire à des maladies à dépôt d'IgA, Berger ou pourpre rhumatoïde, ou bien à une inflammation des vaisseaux, et comme le rein est porteur des vaisseaux de moyen et de petit calibre, donc toutes les vascularites à moyen et à petit calibre. Donc pour traiter le syndrome néphritique, il y a deux entités. C'est d'abord le traitement symptomatique, qui est de votre ressort, de votre niveau, et puis le traitement étiologique. Le traitement étiologique est plutôt du ressort de l'interniste ou du néphrologue. Donc, à votre niveau, il faut traiter symptomatiquement et puis l'orienter vers un néphrologue. Le traitement se base sur plusieurs paliers, plusieurs entités. D'abord, le repos stricto-lit pour pouvoir un peu résorber les œdèmes. Un régime restreint en eau et en sodium pour ne pas enfler le patient. Un équilibre tensionnel, on va utiliser toutes les classes d'antihypertenseurs. Et au cas échéant, passer à l'épuration extra-rénale, généralement par hémodialyse. Voilà, j'espère avoir résumé cette question qui a été l'objet de plusieurs réclamations par les étudiants en 5e année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah.